Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Karim Wade reste en prison. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté ce lundi la demande de liberté provisoire du fils de l'ancien président sénégalais, une décision qui lui a valu de vives critiques. Deuxième audience du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame comparée avec 82 autres co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise post-électorale de 2011. Et puis les sélections camerounaises de basketball au vert. Plusieurs mini-stages sont organisés en prélude du tournoi qualificatif de l'Afro Basket 2015 qui aura lieu en février prochain à Yaoundé, la capitale. Pas de remise en liberté pour Karim Wade. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté ce lundi la demande des avocats de l'ancien ministre sénégalais. Par conséquent, ce dernier reste détenu à la maison d'arrêt de Rebeuss. La CRE estime que la liberté de Karim Wade pourrait causer des troubles à l'ordre public, un argument jugé irrecevable par certains. Le point tout de suite avec Ibarra Ndiaye. Rejet de la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien ministre Karim Wade. Au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a jugé ce lundi 29 décembre inopportun de libérer le fils de l'ancien chef de l'État, Karim Wade. Pour la CREI, sa libération risquerait de troubler l'ordre public. Le président Henri Grégoire Diop, président de la commission de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, a rejeté hier la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Karim Wade, ce qui a été une très grande surprise du côté des avocats de Karim Wade, parce qu'il espérait que, donc, avec le retour de Bibo Bourgi, la Cour allait donc faire marche arrière pour accorder à Karim Wade une liberté provisoire. Mais ils ont été très surpris parce que le président Henri Grégoire Diop a évoqué comme principale raison donc le refus de coordination de Karim Wade, qui avait refusé donc de répondre aux questions de la commission à cause de la maladie dont souffrait donc un de ses co-prévenus, Ibrahima Khalil dit Bibo Bourgi. C'est pour ces raisons donc, que le président Henri Grégoire Diop a rejeté donc cette demande de liberté provisoire. En détention préventive depuis avril 2013, Karim Wade est accusé d'avoir illégalement acquis 117 milliards de francs CFA du temps où il était conseiller puis ministre sous le règne de son père, l'ancien président Abdoulaye Wade. Tous ces bijoux ont été évalués à 40 millions de francs CFA, alors que la Cour poursuit Karim Wade pour, au début, le procureur spécial Aliou Ndao qui a été limogé le 11 novembre dernier, estimait donc le patrimoine de Karim Wade à 694 milliards. Et présentement, nous sommes à 117 milliards. Et dans ces 117 milliards, il faut également défalquer les 47 milliards qu'un expert avait donc, qui se nomme Albouri Ndao, avait donc déclaré avoir trouvé dans un compte à Singapour. D'ailleurs, l'expert même fait l'objet donc d'une plainte devant le tribunal professionnel de Dakar pour faux et usage de faux de la part de Karim Wade. Pour les avocats de la défense, l'ancien ministre n'a perdu qu'une bataille. Ils ont décidé de saisir la Cour suprême dans l'espoir de casser cette décision de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour rappel, Karim Wade a été inculpé d'enrichissement illicite et placé sous mandat de dépôt le 17 avril 2013. C'est une initiative qui intrigue. Plusieurs responsables de groupes armés centrafricains ont été invités à Nairobi, la capitale kenyane. Les anciens présidents Michel Diotodia et François Bozizé seraient également sur place. Selon le porte-parole de la présidence kenyane, il s'agirait d'un processus se déroulant sous l'égide de l'Union africaine. Or, les autorités centrafricaines de transition disent ne pas avoir été associées au processus. On écoute les réactions d'André Nzapayeke, ancien Premier ministre centrafricain. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seul cadre qui a été fixé pour le dialogue, c'est le grand forum national qui aura lieu dans quelques semaines. C'est le seul cadre officiellement reconnu au niveau national par les autorités et par les différents partenaires de la RCA. Certainement qu'il y a des amis de la RCA ou, je ne sais pas, on espère bien que ce sont des amis de la RCA qui ont pris cette initiative-là et on espère de tout cœur que ce type d'action ne va pas encore contribuer à créer plus de confusion dans le processus politique. Nous devons tous aujourd'hui nous mobiliser pour nous dire une seule chose. Il faut de la stabilité à la transition.
il faut surtout pas qu'il y ait des actions qui déstabilisent la transition à l'heure actuelle. Il nous reste quelques mois pour arriver à la fin de cette transition. Nous commençons à voir le bout du tunnel. Reprise ce 29 décembre du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame est jugée aux côtés de plusieurs autres personnalités de l'ancien régime. Iparadinjai. Deuxième journée ce lundi 29 décembre du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011 en compagnie de 82 autres co-accusés à Abidjan. Pour cette journée de mise en forme, les avocats ont protesté contre plusieurs points de procédure non respectés, selon eux, par le parquet. La première journée de ce procès a permis de lire l'acte d'accusation, le renvoi devant la cour d'assises sur la base des enquêtes du juge d'instruction. La lecture a duré 4 heures de temps. Pendant 4 heures de temps, les charges ont été indiquées et il a été reproché un certain nombre de choses à Simone Gbagbo, à Apingué Sahel, à l'ensemble des prévenus. Les avocats vont faire des observations là-dessus ce matin et l'audition des témoins à la barre aussi va commencer aujourd'hui. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'exceptions et d'irrégularités qui ont été soulevées par la défense, ce qui est normal. Et toutes ces exceptions et irrégularités qui avaient nature peut-être à faire reporter le procès et à prendre des décisions pour se conformer aux exigences de la défense ont été rejetées ou ont été ramenées dans le fond. La régularité de la Cour est remise en cause. En effet, une ordonnance de désignation des juges serait arrivée à expiration il y a 3 mois, mais ces points de litige ne sont pas retenus par le président du tribunal. Ce procès nous replonge dans la crise post-électorale parce que déjà les avocats, la défense ont commencé à dire que on ne peut pas parler de rébellion à l'autorité puisque leurs clients se sont conformés à une décision rendue en son temps par Paul Yaoundé, qui était président du Conseil constitutionnel, disant que Laurent Gbagbo a gagné. Selon eux, ce n'est pas respecter cette décision qui aurait constitué une rébellion à l'autorité, et non le contraire qu'ils ont fait. Donc vous voyez qu'on revient dans le débat, dans le fond de la crise post-électorale, et ça promet des débats animés dans les semaines à venir avec la poursuite du procès. Au premier rang du box des accusés figure Aboudraman Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'actuel président du FPI Pascal Affi-N'Guessan ou encore le dernier premier ministre Gilbert Akebo sous le règne de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Et après cette deuxième journée d'audition, la suite du procès a été renvoyée au 6 janvier 2015. Ce délai doit permettre aux avocats de la défense d'avoir accès au dossier de l'accusation pour un procès équitable. Vers une légifération des loyers au Burkina Faso pour réguler le secteur de l'immobilier. Le gouvernement de transition veut plafonner les prix des loyers. Il faut dire que ces derniers sont en constante hausse, pouvant parfois aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Reportage de notre correspondant sur place, Wendiam Valentin à Compaoré. Le secteur immobilier au Burkina Faso, caractérisé par une inflation régulière des prix des loyers, pourrait connaître de nouvelles réformes. Les coûts des loyers ont connu une hausse considérable au cours des 10 dernières années. Une situation difficile pour les locataires. Selon une étude sur le logement locatif privé au Burkina Faso, commanditée par le ministère en charge de l'urbanisme, les charges liées à la location ne respectent pas toujours les normes en vigueur. Pour pallier cette insuffisance, un projet de loi sera bientôt soumis aux parlementaires pour réguler un secteur qui est en pleine croissance. Nous allons préparer un texte qui va fixer les prix des loyers en tenant compte bien sûr d'un certain nombre de caractéristiques, de sorte que quelqu'un ne vienne pas augmenter le prix du loyer tout simplement parce qu'on a fait un goudron à côté de son domicile, comme s'il y avait participé. Environ 78% des bailleurs au Burkina ne proposent pas de contrats écrits aux locataires et la majeure partie ne se déclare pas au service des impôts. Du côté des populations, les réactions sont mitigées. Si pour certains cette loi va réguler les prix, d'autres estiment qu'elle remettra en cause la liberté d'entreprise. Ça va bien sûr toucher à des questions, on va dire, de propriété et de liberté aussi d'entreprendre. Donc moi je pense qu'il faudra vraiment regarder ça à la loupe. Et je pense que cette loi devrait faire sortir un document que chaque bailleur
doit signer au niveau des divisions fiscales. Le dernier texte réglementant le secteur immobilier au Burkina date de 1989. Le taux d'urbanisation estimé aujourd'hui à 20% pourrait atteindre 35% à l'horizon 2026 selon plusieurs estimations. Pour certains observateurs, l'État devrait investir dans les habitations à loyer modéré pour résoudre ce manque criard de logements. Du sport à présent, les Lions indomptables préparent activement l'Afrobasket 2015. Les équipes dames et messieurs ont achevé un groupement de 3 jours à Yaoundé en vue de la compétition qui se déroulera en Tunisie. Il s'agit là du 2e stage des joueurs locaux organisé par la Fédération camerounaise de basketball. Reportage de Narcisse Ndombé, notre correspondant au Cameroun. La Fédération camerounaise de basketball souhaite bâtir une équipe compétitive pour le prochain Afrobasket qui aura lieu en août 2015 en Tunisie. L'équipe nationale souhaite faire ses preuves en tutoyant les meilleures sélections du continent à travers cette compétition de grande envergure. C'est la raison pour laquelle de nombreux mini-stages sont organisés à l'intention des joueurs locaux. Le premier, c'est bien sûr de commencer à préparer notre sélection. Le deuxième, c'est d'arriver à voir un peu dans tous les jeunes qui travaillent ici, qui jouent au niveau local, lesquels sont complémentaires, lesquels sont performants. Et de se fixer aussi des objectifs complémentaires d'un stage à l'autre, puisqu'on a 3 mini-stages avant d'entrer en stage interne. Donc ça nous permet déjà de mettre en place quelques automatismes. Finaliste en 2007 à Luanda en Angola, le Cameroun aimerait rééditer cet exploit en 2015 en Tunisie. Pour y arriver, le staff technique entend s'appuyer sur ses meilleurs éléments évoluant en Europe ainsi qu'en NBA aux États-Unis. Il y a le problème Joel Embiid qui sort de blessure, bien évidemment, donc il sera probablement en Summer League en 2015. Donc il ne pourra pas être là, mais tous les autres, je crois, sont très intéressés par rapport au projet. Le chemin qui mène en Tunisie passe par le tournoi qualificatif de la zone 4 prévu à Yaoundé en février 2015. Le Cameroun à domicile devant son public vise la première place. Pour y arriver, les Lions du basketball vont devoir vaincre le Congo, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.